Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claire. Je suis la fondatrice et l'animatrice du centre Viva la Vida. Ce centre a pour mission de permettre à la fois la régénération naturelle de la santé d'enfants diagnostiqués cancéreux et l'éveil de leur maman aux clés de la santé naturelle. Dans la précédente vidéo, je t'ai relaté mon parcours de vie, mon chemin vers la santé naturelle, mon expérience de mère de famille méga nombreuse. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est venu à moi l'appel pour créer ce centre au service des enfants cancéreux. Nous sommes en 2019. Nous vivons dans les montagnes des Andes en Bolivie, pays dont nous avons acquis la nationalité. Mon fils aîné a 23 ans, ce qui signifie que mes grands-enfants sont devenus majeurs. Mon 11e enfant a 3 ans et demi, ce qui signifie qu'il sort tout juste de la période de maternage. Spirituel par nature, je regarde de temps en temps des vidéos pour nourrir mon esprit. Je m'intéresse sur YouTube au contenu mis à disposition par des auteurs, des conférenciers ou des coachs en langue française, anglaise ou espagnole. Le séminaire de la réussite organisé par David Laroche me fait découvrir Martin Latulippe. C'est un auteur québécois, conférencier et coach dans le domaine de la psychologie, de la performance et du leadership. Séduite par son entrain, sa jovialité et son enthousiasme, je m'intéresse sur sa chaîne YouTube à une série intitulée « Le défi des 30 jours ». C'est un ensemble d'une trentaine de vidéos fort sympathiques et dynamiques qui invitent le spectateur à se lancer un défi, quel qu'il soit, pendant une durée de 30 jours. La 5e vidéo de cette série s'intitule « La chose la plus importante à saisir au fil de la vie ». Dans cette vidéo, Martin Latulippe parle de Evan, un petit garçon en Ontario. Il explique que cet enfant s'est battu toute sa vie, selon son expression, contre le cancer et qu'il va mourir dans quelques semaines, au point que les habitants de son village vont lui organiser une dernière fête de Noël le 24 octobre prochain. Martin Latulippe relate alors son expérience extraordinaire avec Sean Collins, un enfant qu'il a accompagné alors qu'il avait 13 ans et qu'il était en phase terminale de cancer. C'est un garçon qui avait vaincu le cancer à l'âge de 9 ans, puis à 11 ans, mais là cette fois il était condamné. En tant qu'écrivain, Martin Latulippe avait été chargé de permettre à l'enfant de réaliser son dernier rêve, à savoir d'écrire un livre relatant sa terrible expérience d'enfant cancéreux. Martin Latulippe explique que le livre sera rédigé et publié après le décès de l'enfant et qu'il s'intitule « 10 Needles », ce qui signifie 10 aiguilles, en souvenir des innombrables aiguilles piquées dans la peau de l'enfant au cours de ses années passées à l'hôpital oncologique. Martin Latulippe relate sa dernière entrevue avec Sean quelques jours avant son décès. Il décrit l'enfant qui a le teint pâle, les yeux cernés, la bouche sèche, des aiguilles dans les bras, pas un cheveu sur la tête, et une petite lueur d'espoir dans les yeux et qui lui dit « Vis chacune de tes journées comme si c'était la dernière ». L'enfant explique alors que s'il avait su jusqu'où il irait, il aurait encore plus profité de sa vie, du temps où il était en bonne santé, où il pouvait encore faire du vélo, sauter au trampoline ou fêter le dernier jour d'école. Cette vidéo me fait un choc. Moi qui ai fait radicalement le choix de la vie et de la santé naturelle depuis plus de 20 ans, moi dont les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans ignorent la signification des mots hôpital, docteur, médicaments, concepts qui n'existent pas dans leur univers. Je prends conscience qu'il existe d'autres enfants qui sont diagnostiqués cancéreux dès le plus jeune âge, parfois, et qu'ils vivent alors un véritable drame
un calvaire de souffrance, une sorte de martyre quelque part. Il y a des enfants cancéreux dont on ampute une jambe, d'autres qui subissent une ablation d'organes, certains qui perdent la vue d'un œil ou parfois de 2 yeux, d'autres qui deviennent stériles, certains qui perdent la vie. Et ceux qui en sortent vivants en ressortent au minimum profondément traumatisés psychologiquement par toutes les souffrances endurées au cours des traitements qui auront souvent duré pendant des années. Ce qui me frappe dans ces témoignages, c'est le contraste saisissant entre d'un côté un véritable amour envers ses enfants, l'amour profond de leurs parents qui vont parfois tout arrêter pour les accompagner, mais aussi de réelles marques de solidarité et des mobilisations sociales à une échelle beaucoup plus étendue au niveau des écoles, des villages, l'organisation d'événements spéciaux comme ce Noël anticipé un 24 octobre en Ontario, et de l'autre côté, une véritable impuissance au niveau de la santé elle-même de l'enfant. Le sentiment d'être victime, comme si le cancer était une fatalité, une malédiction, un méchant truc qui nous tombe dessus alors qu'on n'y est pour rien. Fréquemment, je trouve les termes de guerre, de bataille, de lutte contre cette maladie, comme si le cancer était un ennemi à combattre, comme s'il s'agissait de quelque chose d'exogène qui voulait le mal de l'enfant. Moi qui ai changé en moi ce genre de croyance il y a plus de 20 ans, moi qui ai compris que le corps obéit à des lois rationnelles et que s'il tombe malade, c'est qu'il y a une cause, des explications, une origine à cela, je m'aperçois à l'évidence qu'il n'en est pas de même pour les parents des enfants cancéreux, ceux dont je vois le témoignage pour le moins, et qu'ils n'ont pas atteint ce niveau de conscience et de compréhension. Ainsi, ils se sentent totalement impuissants, démunis, désarmés, dépendants, victimes face à ce qu'il se passe. Ils le vivent comme une sorte de guerre contre un ennemi extérieur, alors que le cancer, c'est le corps de l'enfant qui l'a fabriqué. Il n'y a pas eu d'attaque par un tigre, un requin ou un serpent venimeux. Ces prises de conscience me font réaliser qu'il y a beaucoup à faire. Tout d'abord pour éveiller la conscience des parents, mais aussi pour permettre la régénération naturelle de la santé de l'enfant avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire tant qu'il a encore en lui suffisamment de vitalité pour reconstruire sa santé et ainsi éliminer sa maladie. C'est pour moi une évidence et je sens que par mon vécu et mon expérience, je détiens en moi à la fois les clés et les forces pour parvenir à ce double but. Je me rappelle alors qu'il y a une vingtaine d'années, alors que nous vivions encore en France et que je cheminais sur le sentier de la santé naturelle, j'avais découvert un livre fort intéressant que j'avais lu et que j'avais offert à mon papa qui avait très peur du cancer, première cause de mortalité en France. Ce livre, écrit par Jean-Pierre Willem, s'intitule « Le secret des peuples sans cancer ». L'auteur est un médecin qui fut frappé par la souffrance de ses patients à l'hôpital oncologique d'Alger, en Algérie, en Afrique du Nord. Ayant appris qu'il existait des populations qui ne connaissaient pas les maladies cancéreuses, il est parti les étudier pour comprendre comment cela était possible. Il a alors compris que ces peuples évoluaient dans un environnement sain, bien loin du monde de la civilisation moderne.
Par ailleurs, leur mode de vie permettait de maintenir les cellules saines avec un bon équilibre acido-basique à l'origine d'un milieu intérieur au sein duquel le cancer ne saurait se développer. J'ai alors réalisé qu'au fil des années, ma quête d'une vie saine et heureuse pour ma grosse famille m'avait amené à avoir un mode de vie qui, sur certains aspects, était devenu proche de celui des peuples sans cancer. Il m'est clairement apparu que pour permettre très concrètement de diminuer la souffrance de ces enfants cancéreux, il était possible de régénérer leur santé de façon naturelle par un séjour dans un environnement radicalement cancérifuge, combiné à un mode de vie lui aussi cancérifuge. Cancérifuge, tu ne trouveras pas ce mot dans le dictionnaire, c'est moi qui l'invente, je t'en donne la définition. Pour moi, c'est l'inverse de cancérigène. Cancérigène dans le dictionnaire signifie favorable à l'apparition du cancer. Cancérifuge, pour moi, signifie favorable à la disparition du cancer. Ma vision est de permettre à ces enfants d'expérimenter une vie saine et d'apprendre à leur maman comment revenir à une vie plus saine afin de régénérer la santé et préserver la vie de leurs enfants. Quels sont mes secrets à moi et comment m'ont-ils permis d'enfanter et d'élever autant d'enfants sains en toute autonomie? Nous en parlerons plus en détail juste après ce petit montage qui va te montrer les 3 valeurs qui ont gouverné mes choix de vie au cours de ces 20 dernières années. Je te souhaite beaucoup de plaisir à regarder ce montage. Bon visionnage et à tout de suite dans quelques minutes.
Coucou, me revoilà. J'espère que ce montage t'a plu ainsi que les propos qui le précédaient. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager dans tes réseaux et à t'abonner à la chaîne. Comme promis, je vais revenir plus en détail sur ces 3 valeurs qui ont guidé mes choix et fondé mon existence. Ces 3 valeurs, Pangaya, Love, Abundancia, sont en fait les piliers d'une vie saine et heureuse, la vie que j'ai décidé d'offrir à mes 11 enfants et celle que je propose désormais aux enfants qui viennent séjourner au centre Viva la Vida ainsi qu'à leur maman. Cette façon de vivre est porteuse de santé, sachant que pour moi, la santé est bien plus que la seule absence de maladie. Il s'agit d'un profond bien-être ressenti à tous les niveaux, physique et énergétique, émotionnel et spirituel. La première valeur, Pangaya, une vie proche de la nature. Dans le livre La méthode harmoniste, que j'ai lu et découvert il y a 23 ans et dont j'applique les grands principes depuis, Raymond Dextrait explique les bienfaits de la nature pour la santé. Respirer un bon air pur et vivifiant tonifie le corps et régénère les cellules. Bénéficier des rayons du soleil nourrit le corps et permet la synthèse de la vitamine D. Le contact direct avec l'eau des rivières et la terre humifère de la forêt équilibre le corps. Dans mon approche, une vie proche de la nature, ce n'est pas seulement d'avoir fait construire sa maison à la campagne, c'est beaucoup plus que cela. C'est vivre au sein même de la nature, en harmonie avec les saisons et les climats, en communion avec les énergies et les plantes du lieu, en osmose avec l'univers finalement. C'est vivre en plein air toute la journée afin de bénéficier des bonnes énergies mises à disposition par notre magnifique planète, qu'en Bolivie mes concitoyens appellent la Pachamama. Le bénéfice de cette vie proche de la nature, c'est un excellent équilibre au niveau physique et énergétique, au niveau du corps qui se régénère et qui se sent en pleine forme du matin au soir. La deuxième valeur, Love, une vie gouvernée par l'amour. Dans mon approche, il est intéressant de se demander ce qui gouverne chaque acte de notre existence, quel est le moteur qui nous anime. Agissons-nous par instinct, par obligation, par peur? Sommes-nous gouvernés par le temps, par l'argent, par la conscience ou par l'amour? Pour moi, une vie gouvernée par l'amour, c'est une vie où l'enfant a la possibilité de gouverner lui-même sa propre existence, où il a le droit de faire ce qu'il aime, de suivre ses propres aspirations. Mon regard sur un enfant, c'est de le considérer un peu comme une semence au départ. Mon rôle de mère sera alors d'offrir un bon terreau bien fertile, d'arroser quand il fait sec, de protéger quand il y a du vent ou de la pluie, de couvrir le sol avec du bon mulch, puis de m'émerveiller, d'admirer ce qui se passe sans jamais tailler une branche qui ne me plaît pas ou tordre un bois qui me dérange, de garder la pleine confiance que la plante sera magnifique par elle-même au final. Le résultat de cette vie gouvernée par l'amour, c'est que l'enfant se sent en paix au plus profond de lui-même. Il ne se sent pas mis sous pression par des obligations. Il n'a en lui aucune peur. Face aux aléas de la vie, face à l'inconnu ou face au danger, il connaît la prudence, le sang-froid, le courage. Mais pas la peur, la panique ou les angoisses qui de toute façon ne mèneraient nulle part. Le bénéfice de cette vie gouvernée par l'amour, c'est un excellent équilibre au niveau émotionnel. Libéré de la peur, l'enfant développe la confiance en soi et en la vie. Il se sent heureux au quotidien sans que son bonheur ne dépende des circonstances extérieures. Il passe beaucoup de temps à rire chaque jour simplement parce qu'il est content de sa vie.
Cet état de paix intérieure et de joie quasi permanente est hautement bénéfique à la santé. La troisième valeur, abundancia, une vie d'abondance. Pour moi, offrir une vie d'abondance, c'est permettre à un enfant qu'il ne se sente pas limité ou restreint et qu'il puisse vivre selon ses aspirations, suivre ses rêves et réaliser ses objectifs. Tout jeune, un enfant peut sentir ce qui l'anime au plus profond de lui-même, au niveau de son âme. Mon deuxième enfant, Denis, voulait bricoler dès l'âge de 18 mois. Il aimait la technique. À l'âge de 4 ans, nous lui avions offert une vraie perceuse. Pas un jouet en plastique pour les bébés, non, non, une véritable perceuse à batterie. Denis jubilait, il l'appelait ma vraie perceuse de mes 4 ans. Tout jeune, il avait perçu combien c'était une grande marque de confiance de notre part et d'encouragement sur la voie qui était la sienne. Tout content, il la mettait sous son oreiller la nuit pour être sûr de la retrouver le lendemain matin dès son réveil. En Australie, Denis avait travaillé avec un monsieur très bricoleur qui lui avait appris à conduire une voiture à l'âge de 11 ans avec un coussin sous les fesses. À l'âge de 12 ans, il a commencé à s'intéresser aux avions. À l'âge de 15 ans, il fut chargé par un ingénieur aéronautique de monter un avion 2 places monomoteur qui était arrivé en pièces détachées du Canada. Ce fut un travail de patience et de persévérance qui a duré plus de 2 ans. À l'âge de 17 ans, Denis a appris à piloter les avions et il eut alors la joie immense de pouvoir conduire l'avion qu'il avait monté de ses propres mains. Depuis la terre ferme, avec ses frères et sœurs, quand nous voyions passer ce petit avion blanc dans le ciel, nous le saluions en lui disant « Coucou Denis, coucou !» C'était extraordinaire. À l'âge de 19 ans, ayant obtenu son baccalauréat en Bolivie en langue espagnole, il est parti au Canada pour étudier à l'université de Hamilton en langue anglaise en vue de devenir à son tour ingénieur aéronautique. À l'université, il a reçu un prix spécial pour son niveau académique, son enthousiasme, sa motivation et sa bonne énergie contagieuse. Un de ses enseignants a mentionné dans le dossier que depuis 20 ans qu'il enseignait, il n'avait jamais rencontré un étudiant aussi performant, motivé et volontaire à la fois. C'est cela que j'appelle une vie d'abondance. C'est une vie qui a du sens, une vie qui avance. C'est une vie remplie d'aventures, où les aléas de la vie sont affrontés en face pour s'y adapter et où les défis sont relevés pour monter chaque fois d'un étage. C'est une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Le bénéfice de cette vie d'abondance est un excellent équilibre au niveau spirituel. Guidé par ses aspirations intérieures, soutenu dans ses propres projets et motivé par sa vie, l'enfant développe la passion de vivre et l'enthousiasme. Cette motivation réelle et profonde est un facteur de programmation de la santé au niveau cellulaire. Pour conclure sur ce sujet, ces 3 valeurs Pangaya, Love, Abundancia permettent de mener une vie saine et heureuse, une vie où la santé est vécue et ressentie à tous les niveaux, physique et énergétique, émotionnel et spirituel. La naturopathe Irène Grosjean affirme que on ne combat pas le froid, on ajoute de la chaleur, on ne combat pas l'obscurité, on ajoute de la lumière. De même, en naturopathie, on ne combat pas la maladie, on ajoute de la santé. Je partage tout à fait sa vision et pour moi il ne s'agit pas seulement d'une opinion intellectuelle, mais du résultat de ce que j'ai pu vivre et expérimenter pendant plus de 20 ans. Il existe des recettes que je qualifierais de cancérigènes, c'est-à-dire des modes de vie favorables à l'apparition du cancer. Par exemple, fumer,
est une bonne recette pour développer un cancer des poumons. Selon moi, il existe aussi des recettes cancérifuges, c'est-à-dire favorables à la disparition du cancer. Je suis convaincue que choisir d'évoluer dans un environnement sain avec un mode de vie sain est une bonne recette pour éviter le cancer ou le faire disparaître. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que ton enfant a un cancer. Dans ce cas, je t'invite à faire une enquête en te demandant, premièrement, l'environnement. Dans quel environnement mon enfant évolue-t-il? Quelle est la qualité de l'air qu'il respire? Peut-il bénéficier régulièrement des bonnes énergies du soleil, du vent, de la pluie et des arbres? Dans quelles conditions dort-il? La maison respire-t-elle suffisamment? À quel niveau de bruit et de pollution est-il soumis au quotidien? Deuxièmement, le mode de vie. Quels sont les horaires de sommeil de mon enfant? Se réveille-t-il le matin par lui-même ou est-il réveillé par un réveil matin ou par une personne extérieure? Dans quelle mesure peut-il exercer son corps physique? Mon enfant est-il spontanément heureux pour un rien et passe-t-il beaucoup de temps à rire? À quels horaires s'alimente mon enfant? Mange-t-il parce qu'il le demande et qu'il a faim? Ou mange-t-il parce que c'est l'heure du repas et qu'il faut manger? En quoi consiste son alimentation, en qualité et en quantité? Quelle est la passion de vivre de mon enfant? Quelle est sa raison de vivre, ce qui l'anime, ce qu'il a envie de faire du matin au soir? Dans quelle mesure peut-il exercer sa passion? En a-t-il le temps, l'autorisation, les conditions et les moyens? Si tu aimes écrire, je t'invite à mettre cet inventaire par écrit sur une feuille de papier ou sur un cahier, ou bien sur ton ordinateur ou ton téléphone si tu préfères. Tu pourrais ensuite choisir 1 ou 2 points qui te paraissent prioritaires et réfléchir à des solutions à mettre en place pour permettre une amélioration. Je t'invite vivement à remettre en question ton environnement et ton mode de vie et à réfléchir à des améliorations à mettre en place, soit de façon un peu radicale si tu en as la possibilité, soit de façon progressive au minimum. Rappelle-toi que la vie est un mystère à découvrir, un cadeau à apprécier, une source à protéger, une alliée à respecter et une semence à faire fleurir. Prends bien soin de la vie afin de lui permettre de prospérer et d'exprimer pleinement son potentiel. Écoute ton cœur qui te guidera toujours vers la lumière, la paix, la joie et l'amour. À bientôt.